Bonjour. Je vais descendre. Très bien fait. Alors, ma télécommande est HS, il fait chaud, les gens sont pas tous là, enfin bref, c'est la fête. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Alors, Jean-Christophe, ici présent, et moi, on vous remercie d'avoir bravé la chaleur, les embouteillages, un planning surchargé, pour venir partager un peu de temps avec nous, et pour cette nouvelle édition Wake. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder avec vous la prise de parole en public. Parler en public, c'est une sacrée histoire. Pas toujours facile. Il paraît même que c'est la première peur citée par les gens, devant même la mort. C'est curieux. Ah oui, parce que ça veut dire que si vous êtes... Ça veut dire plutôt mourir, alors. Ben, ça veut dire que si vous êtes à un enterrement, vous préférez être dans le cercueil plutôt que de faire l'éloge funèbre. C'est curieux quand même. Alors, faisons un petit sondage, là, comme ça, rapide, à main levée, parmi vous. Qui aime parler en public? 1, 2... Oui, c'est la question. Ah ouais, il faut aller au bout des choses. Hein, il faut aller au bout des choses. Donc on voit que c'est pas la folie quand même. Hein. C'est pas la folie. En fait, il n'y a rien d'étonnant à ça, parce qu'il y a plusieurs études qui ont été, qui sont parues sur le sujet, et en moyenne, je dis bien en moyenne, 75% des gens n'aiment pas parler en public. Ça leur fait peur. Et ce qui est intéressant, c'est que si on différencie les sexes, c'est pire chez les femmes. On va jusqu'à 85-90%. 9 femmes sur 10. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est pas étonnant parce qu'on sait que les hommes sont meilleurs pour parler en public. Hein, bien sûr. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors effectivement, c'est la première des idées reçues dont je voulais vous parler. À mon avis, c'est juste une histoire de testostérone. Les hommes sont peut-être plus dans la prise de risque, dans l'esprit de compétition, et peut-être que oui, ils osent davantage parler en public. Ça ne veut pas dire qu'ils le font bien. D'autant que parler en public, c'est un talent. D'un côté, il y a ceux qui savent, et puis de l'autre, il y a les condamnés au silence. Non, ça c'est aussi une idée reçue. Parce que parler en public, ça s'apprend, tout simplement. Et c'est vrai que l'école, même si dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu aux infos, elle a fait machine arrière, puisqu'on parle qu'en 2021, il y aura un grand oral pour le bac. Donc elle a fait machine arrière, mais c'est vrai que l'école a toujours favorisé l'écrit à l'oral. Pourtant, si on se rappelle... Bonjour. Bonjour, enchanté. Mais Franck. plein d'excuses. Il n'y a pas de souci. Installez-vous, on démarre à J'ai peine. mal à vous trouver, merci. Donc je disais, voilà, même si c'est vrai que l'école a toujours favorisé l'écrit par rapport à l'oral, il faut se rappeler qu'à l'Antiquité, l'art oratoire, ce qu'on appelait la rhétorique, était enseigné, c'était même une des matières les plus importantes. Et ça s'est poursuivi toutes les années, les dizaines et même les centaines d'années qui ont suivi. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Ferry en 1908, avec la réforme sur l'éducation nationale, qui a supprimé l'oral de l'école. Et donc c'est pour ça que l'écrit a pris toute son ampleur. Alors elle essaie de rattraper le retard. Il y a les pains sur la planche en France, hein, je le fais valider. Alors, puisque parler en public, ça s'apprend, on pourrait se dire que plus on le fait, et moins on a le trac. Troisième idée reçue. D'après vous, est-ce que j'ai le trac là? Oui. Évidemment. Évidemment. Et même, je vais aller plus loin. Rien que le fait de vous dire que je l'avais, peut-être que je l'ai encore un peu plus. Alors, tout simplement parce que le trac fait partie de la prise de parole. Mais là où je vais vous surprendre, c'est que c'est bien. Parce qu'en fait, le trac, c'est un allié. Et je vous expliquerai après pourquoi. Alors, pour réagir face au trac, il y a des gens qui pensent que les extravertis sont les mieux lotis. Et que finalement, quand on est un introverti, un timide, eh ben, on ne pourra pas parler en public. Nouvelle idée reçue. À titre d'exemple, je pourrais vous citer Gandhi. Gandhi était un grand introverti. Il écrivait ses discours, mais c'est jamais lui qui les prononçait. Jamais. Il y avait quelqu'un qui le faisait pour lui. Jusqu'au jour
où cette personne n'a pas pu être là. Du coup, Gandhi, il a pris son courage à deux mains, il est monté sur scène et il a prononcé son discours. Alors, il l'a fait à sa façon, c'est-à-dire avec une voix douce, lente, posée, et il s'est passé un truc. Il a réussi à hypnotiser sa foule. Toutes les personnes qui étaient là étaient suspendues à ses lèvres et au message qu'il voulait faire passer. Et depuis ce jour, Gandhi a toujours prononcé ses discours et n'est plus jamais passé par qui que ce soit d'autre pour le faire. Alors vous allez me dire, Gandhi, c'est un peu loin. Plus proche de nous, vous avez Bill Gates, qui est aussi un très grand timide et qui pourtant a animé plusieurs conférences TED devant des centaines de personnes. Introverti, ça veut dire centré sur son monde intérieur. Ça ne veut pas dire incapable de communiquer. Il faut avoir ça à l'esprit. Donc même si vous êtes un grand timide, vous pourrez le faire, mais à votre façon. Alors j'avais une cinquième idée reçue, mais je l'oubliais. Les aléas du direct. Ah oui, pour parler en public, il faut une bonne mémoire, parce qu'on apprend tout par cœur. Autre idée reçue. Il y a toujours deux écoles, l'apprentissage par cœur, l'improvisation. Alors improviser, ça ne veut pas dire freestyle. Hein. Mais si vous débutez dans la prise de parole en public, j'ai envie de vous dire, n'apprenez pas par cœur. Vous allez gagner peut-être en fluidité, mais vous allez perdre en vie. C'est-à-dire que votre discours va être robotisé, robotique. Voilà. Ça va être monocorde et finalement vous allez endormir les gens qui seront face à vous. Alors ceux qui veulent en reparler, on prendra du temps sur les questions-réponses en fin de talk pour aborder ce sujet-là. Mais voilà, ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas une obligation d'apprendre par cœur. Certains le font, d'autres pas. Bref, on voit qu'il y a beaucoup d'idées reçues et tout ça, c'est peut-être compliqué à aborder, à accepter. Alors moi, j'aimerais qu'on voit les choses complètement différemment et qu'on parte sur quelque chose de plus léger. Si j'osais, je vais oser, je vous dirais que parler en public, c'est comme faire l'amour. Alors, c'est une métaphore, bien sûr, hein, rassurez-vous. Même si j'aurais aimé entendre « ouais, chouette », non, c'est pas grave. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ben parce que déjà, pour parler en public, il faut être au moins deux. Celui qui parle et l'auditoire. Alors, les plus gourmands me diront « il y a la caméra, on est même trois ». Pas de problème, merci Gilbert. Non, je vous dis ça parce que parler en public, c'est un acte de don. On vient donner le meilleur de soi-même. Ensuite, il faut des préliminaires. Impossible de donner la réponse tout de suite, d'entrée. Non, non. Il faut mettre du suspense. Il faut ménager ses effets. Créer une forme de tension. Ensuite, il faut savoir s'adapter. Tromper la machine à deviner de son public. Tu m'attends là, et hop, je suis ailleurs. Enfin, il faut que ça monte crescendo. Idée après idée, exemple après exemple, jusqu'à créer une relation très forte avec son public. Pour finir en beauté. Ouais, un orgasme quoi. Ok, c'est chaud là quand même. Hein, ouais. En fait, je me dis qu'avec cet exemple, bon, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais enfin bon, passons, c'est pas grave. Alors, très souvent, les gens me disent, est-ce qu'il y a une méthode pour parler en public? Un peu comme, je sais pas moi, une procédure, façon checklist, la recette de cuisine qu'on suit, casser les œufs, enlever les coquilles, remuer, faire cuire. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à la méthode, parce que parler en public, pour moi, c'est avant tout une histoire qu'on raconte et des émotions qu'on partage. C'est quelque chose de très personnel. Et donc, je ne pense pas qu'il existe une méthode qu'on puisse appliquer à tout le monde. Par contre, si je ne crois pas à la méthode, je crois aux outils. Des outils parmi lesquels il est possible d'aller piocher pour construire n'importe quelle prise de parole en public. Que ce soit devant son banquier, un client, ses associés, un partenaire, un fournisseur, un investisseur, son conjoint, ses enfants. Avec ce wake-up, je viens partager 5 outils que j'utilise pour vous permettre de devenir auteur et acteur de vos prises de parole en public. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Gilles
et j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication narrative, écrite et orale. Premier outil. Alors il y a quelques temps de ça, il faisait moins chaud, il y avait moins de soleil. Timothée, 5 ans, me pose cette question, comme tous les enfants de son âge sont capables de vous poser. Pourquoi il pleut? Merveilleux petit, comment te dire? Alors tu réfléchis à un truc à la fois simple et intelligent et tu te dis nuages, grosses gouttes prisonnières, puis ça tombe à cause du froid. Et puis à un moment donné, il y a un déclic. Tu comprends que ce que te demande Timothée, c'est pas pourquoi, c'est pour quoi, en 2 mots. Dans quel but? Et là, tout s'éclaire. Timothée, quand tu as soif, tu demandes de l'eau à maman. Bah, les plantes, elles ne peuvent pas. Mais comme la nature est bien faite, elle fait tomber la pluie pour leur donner à boire et à tous ceux qui vivent sur la terre. Dans votre prise de parole, c'est la même chose. Vous devez répondre à la question du pourquoi. Mais lequel? Le pourquoi en un mot, c'est les raisons, les causes. Ça, c'est pour vous. Le pourquoi en 2 mots, c'est l'objectif. Et ça, c'est pour votre public. Et c'est lui qui nous intéresse. C'est la première question que vous devez poser parce que c'est celle qui va conditionner tout le reste, toute la suite de votre discours. L'oublier, c'est prendre le risque d'emmener les gens n'importe où. Alors, ce pourquoi, il est essentiel et il faudrait, idéalement, que vous arriviez à le résumer en une phrase. Dans quel but prenez-vous la parole? Informer, expliquer, transmettre, convaincre, vendre, motiver, inspirer. Pourquoi est-ce que, dans quel but je prends la parole aujourd'hui, d'après vous? Transmettre. Pour vous donner envie de venir à ma place? Alors, j'ai senti les réticences là tout de suite. Alors peut-être pas là tout de suite maintenant, mais j'espère qu'à la fin du talk, peut-être qu'il y aura une envie qui sera née. Je le souhaite en tout cas. Alors, connaître son objectif, c'est bien. Et c'est pas suffisant. Ben non. Parce que vous ne voulez pas que votre partenaire, à la fin, vous dise « C'était bien, et qu'est-ce qu'on mange à midi ?» Enfin, à 14h plutôt. Non, vous voulez mieux que ça. En fait, ce que vous voulez, c'est une inception. Inception. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Inception, c'est une racine latine, inceptio, qui veut dire commencement. Et il y a un film aussi, Inception. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande. L'inception, dans ce film, c'est arriver à faire naître une idée dans la tête de quelqu'un. Et ça, c'est fort. C'est fort parce que ce qui est génial avec une idée, c'est qu'une fois que la personne se l'est appropriée, elle la nourrit, elle la fait grandir, et elle ne l'oublie plus jamais. Et la fraise sur le nombril, la cerise sur le gâteau, si vous préférez, ce serait que cette idée mène à une action. Que votre public se sente tellement inspiré qu'il décide de changer son quotidien. Qu'après tout, d'autres l'ont fait, et qu'il n'y a pas de raison que lui ne puisse pas y arriver non plus. Et si tout d'un coup, là, vous preniez 30 secondes pour réfléchir à ce que vous aimeriez vous dire. Vous avez tant à exprimer, à partager, à raconter sur votre métier, sur vos valeurs, sur vos passions, sur le pourquoi de cette entreprise que vous avez créée, sur la satisfaction que vous donnez à vos clients, sur le monde que vous changez d'une certaine façon. Vous la tenez, cette idée? Laissez-la grandir dans votre esprit. Deuxième outil. Nicolas Boileau disait, la citation, elle date du 18e, donc elle est en vieux
vieux français, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, si je le mets au goût du jour. Et moi, je rajouterais, pour être convaincant, il faut faire simple, court et concret. Faire simple. Faire simple parce que quand on est passionné ou expert de son domaine, on est frappé d'une malédiction. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la malédiction du savoir. Mot compliqué, jargon, termes techniques, abréviations, anglicismes, et tout ce blabla qui endort les gens autour de vous. En faisant simple, vous vous assurez d'être compris par le plus grand nombre, et d'être compris immédiatement, parce que sinon, il y a décrochage. Mais attention, simple, ça ne veut pas dire simpliste. Simple, ça veut dire essentiel et percutant. À la manière d'un proverbe ou d'une citation, par exemple. Si je vous dis « on a tous deux vies » et la deuxième commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une, c'est simple, mais c'est percutant. Ça peut même changer une vie. Complètement. Ensuite, il faut savoir faire court, comme lui. Moins de 10 secondes pour faire 100 mètres. Et vous? Alors non, pas la course, hein. Mais est-ce que vous êtes capable d'être percutant en moins de 10 secondes? On croit à tort qu'il faut multiplier les exemples, les arguments, les faits, les chiffres, les preuves pour renforcer notre discours et notre message. C'est faux. Plus vous en direz, moins ils retiendront. Au lieu de ça, faites le tri. Choisissez 3 bons arguments qui servent votre objectif. Le fameux pourquoi. Sur ces 3 arguments, le premier sera le plus accessible, ou le plus étonnant, pour capter l'attention. Le dernier sera le plus fort, pour impacter les émotions et donc la mémoire. Enfin, il faut être concret. Oubliez le monde des idées et des concepts. Les gens ne sont pas dans votre tête, ils ne savent pas ce qui s'y passe. Et ce qui est clair pour vous ne l'est pas forcément pour eux. Au lieu de ça, construisez un pont entre vous et eux. Grâce à leur quotidien, grâce à leur vocabulaire, grâce à des comparaisons, des métaphores, en utilisant les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, par exemple, dans tout ce que vous direz. Troisième outil, parler avec assurance. Et bien justement, si on parlait du trac, ça y est, c'est le moment. Mon cœur bat plus vite, ma gorge se noue, mes mains tremblent, les mots m'échappent. Le trac, c'est une peur. Peur de ne pas être à la hauteur et de décevoir. Peur de renvoyer une image différente de celle que j'idéalise. Peur d'être mal jugé, dévalorisé. En fait, le trac, c'est un sas entre 2 mondes. Le monde où vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes peinard, dans l'obscurité, et puis le monde où effectivement les projecteurs sont sur vous. Parler en public, c'est s'exposer. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, et donc vous allez avoir des changements émotionnels et psychologiques. Et après tout, il est normal que votre corps en ressente les effets. Sauf que vous n'avez pas encore parlé, vous n'avez rien dit, et pourtant vous ressentez déjà tout ça. Parce qu'en fait, le trac, c'est une peur d'anticipation. Et contrairement à ce que vous pensez peut-être, ce n'est pas une peur innée, c'est une peur acquise. Jusqu'à 5 ans, nous nous exprimons librement, sans honte, sans peur, sans crainte. Et puis, l'éducation, l'école viennent changer les choses. À la maison, papa est fatigué, maman est occupée, ou l'inverse, et je ne sais plus si je peux prendre la parole. À l'école, c'est pareil, il faut lever le doigt pour s'exprimer. Est-ce que ma question est suffisamment intelligente? Et si mon professeur me donne la parole,
Oui, vas-y, je t'écoute. Avec un regard interrogateur, je sens tous les yeux se porter sur moi, et tout d'un coup, j'ai peur. Alors, je ne sais pas si ça éveille des souvenirs parmi vous, peut-être, des situations vécues, mais quand je discute avec les gens que j'accompagne, souvent, c'est des choses qui remontent, effectivement. Et si on va plus loin, même dans notre vie professionnelle, réunion d'équipe, est-ce que je vais poser une question qui va perturber l'ordre du jour? Est-ce que c'est suffisamment pertinent? Oui, Franck, tu as quelque chose à dire? Non, non, non. C'est bon? Tout va bien. Et voilà un trac bien installé. Surtout, ne pas faire de vagues. Ne pas s'exposer. Et oui, parce que le trac, c'est la victoire du négatif. Tout va foirer. Je vais oublier mon texte, je vais balbutier, je vais bafouiller. Je suis trop petit, je suis trop grand, je ne sais pas quoi faire de mes mains, ce que je dis n'est pas intéressant, d'autres sont beaucoup plus légitimes que moi, et blablabla, et blablabla. Alors je sais que j'ai fait une comparaison avec l'amour au début, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut faire du masochisme. Non, en fait, il faut changer de regard. Parce que très souvent, on est centré que sur soi-même. Mes émotions, mes ressentis, mes impressions. Moi, quel égoïsme. Au lieu de ça, pensez au public. Qui sont ces gens? Qu'attendent-ils? Que sont-ils venus chercher? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Qu'est-ce qui peut changer dans leur quotidien? Que vont-ils ressentir pendant ce discours? Le trac est votre allié parce qu'il vous permet de rester actif et en veille, d'être connecté avec votre public, de ressentir ce qui éventuellement le fait réagir, le fait bouger, sur l'histoire que vous êtes en train de lui raconter. Le trac ne paralyse pas, il vous rend plus fort. Après, ça se travaille, bien sûr. Quatrième outil, parler avec son corps. Vous avez rendez-vous avec votre public. Rendez-vous. 3 lettres. R-D-V. Moi, il y a un mémotechnique pour vous rappeler de 3 notions essentielles. Parce que tout commence avec un regard. Alors, pas le regard essuie-glace, qui balaye l'assistance sans regarder jamais personne. Ni le regard fuyant, qui ne fait que rebondir sur les gens. Non. Je vous parle d'un regard franc, direct. Le regard est important parce qu'il vous permet de garder un lien avec votre auditoire. Mais il est également important parce qu'au-delà des mots que vous allez dire, il transmet aussi des émotions. Et enfin, il vous permet de rester attentif à votre public. Qui pianote un SMS? Qui baille? Qui fronce les sourcils en m'écoutant? Alors, vous pouvez commencer une phrase en regardant quelqu'un et la terminer en regardant quelqu'un d'autre. Parce que le regard est bidirectionnel, mais entre 2 personnes. Et ça se fait de façon aléatoire. Il faut prendre le temps de regarder chaque personne. Alors, oui, même la caméra, Gilbert, merci. Effectivement, ce n'est pas toujours facile. Et ça aussi, ça se travaille. Alors, si vraiment vous n'avez pas l'habitude, quand vous rentrez dans un lieu pour faire une conférence, essayez de cerner rapidement 2-3 personnes qui vous sourient. Elles vous sembleront bienveillantes, et donc du coup, ce sera plus facile. Vous gagnerez plus vite confiance en vous. J'ai un petit exo à vous donner après en question-réponse, si vous voulez, pour apprendre à tenir un regard. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, je le reconnais, mais c'est essentiel. Ne jamais perdre le contact visuel avec ceux qui vous écoutent. Ensuite, tenez-vous droit. C'est vous qui parlez, donc vous occupez l'espace. C'est important. On essaye de ne pas bouger sans arrêt, donc on a les pieds ancrés au sol. Alors c'est vrai que des fois, même les pieds ancrés au sol, ça dandine encore, les fesses remuent, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus bouger. Vous avez le droit de bouger. Mais pas en plein milieu d'une phrase ou d'une idée importante.
Non, au lieu de ça, vous bougez pendant vos transitions. Ainsi, vous expliquez à votre public que vous êtes en train de changer d'idée, puisque vous changez de position. Alors, au-delà de vous donner une plus belle allure, se tenir droit, c'est la meilleure façon pour libérer la colonne d'air qui se trouve, à l'intérieur de votre corps. Ouais, parce qu'en fait, la parole en public, c'est une histoire de tuyauterie plombée. Colonne d'air, colonne visuelle, colonne vocale. Quand on a compris ça, on a tout compris. Le fait donc de se tenir droit et de libérer cette colonne d'air, déjà d'une, ça favorisera votre respiration, ce qui permet de moins sentir les effets du trac. Et en plus de ça, ça vous permettra d'avoir une voix plus claire et plus forte. Alors, à titre d'exemple, vous pouvez essayer de prononcer un discours assis et debout, et de voir ce que ça change. Assis, avachi, vous allez voir, ça ne va pas du tout donner pareil, aller sur le timbre de votre voix. Et justement, pour finir, V, bien sûr, la voix. C'est peut-être l'outil même essentiel. Et très souvent, il est négligé, sous-exploité. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez assisté à une conférence avec une voix monocorde. Je veux dire, on a tous connu ça. Alors qu'au lieu de ça, votre voix, vous pouvez lui donner plein d'artifices. Par exemple, en accélérant le débit, pour lister une suite d'exemples ou une liste d'actions. Ou au contraire, vous pouvez aussi ralentir, pour imprimer une idée forte ou pour créer du suspense. Vous pouvez jouer aussi sur le volume, du simple murmure jusqu'au cri. J'ai fait à l'envers pour maintenir l'attention, parce que justement, c'est ça qui maintient l'attention, le volume. Et au-delà de ça, ça vous permet également de favoriser l'idée que peut se projeter votre public en vous écoutant. Vous êtes en train de dire quelque chose et lui se crée une image. Et c'est votre voix, le principal outil, pour favoriser cette image qu'il est en train de se créer. Enfin, vous pouvez jouer aussi sur la tonalité, grave et aiguë. Alors certains sont plus ou moins outillés pour ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont des voix très très graves et d'autres qui ont des amplitudes très larges. C'est vrai qu'ils sont favorisés, mais ce n'est pas toujours le cas. Ceci étant, on peut quand même, en forçant un peu, on peut, et en s'entraînant, on peut travailler le fait d'avoir une voix plus grave ou plus aiguë. Et l'intérêt derrière, c'est de pouvoir véhiculer des émotions différentes. De la joie, de la mélancolie, de la passion, de la colère, grâce à votre voix. Enfin, dernier outil, parler avec style. Le silence. Ah, le silence. Le silence, c'est difficile. C'est difficile et il y a des personnes qui sont tellement mal à l'aise avec ça qu'elles s'empressent de le combler. Alors qu'en fait, se taire avant de parler, ben déjà c'est la meilleure solution pour rassembler ses idées et choisir les mots qu'on va prononcer. C'est aussi un très bon moyen pour dire à votre public que vous ne dites rien, mais qu'en même temps, vous allez dire quelque chose de très important. Le silence, quand il est assumé, il a une force incroyable. Il peut rendre votre discours plus solennel, plus important. Avant chaque bataille, Napoléon, devant ses soldats, pouvait rester silencieux 40 secondes. 40 secondes. Imaginez ce que ça peut être. Là, si je fais un blanc de 5 secondes, vous allez trouver ça long. Et une fois qu'il avait fait ce silence de 40 secondes, qu'il avait mis à profit pour regarder chacun de ses soldats avec respect, il prononçait son discours. Le silence, finalement, a la même importance qu'en musique. Il rythme votre discours. Il a donc toute sa place et il faut la lui rendre. Alors je sais que
je n'aurais pas fait fuir la panique que vous ressentez peut-être quand vous devez parler en public. Mais j'espère qu'avec ce talk, je vous aurai donné envie de voir les choses différemment. D'avoir peut-être planté une petite graine pour vous donner envie de tester. Parce que quand on apprend à parler en public, on vit un petit peu la traversée du désert. Le chemin nous semble parfois interminable, et très souvent, on n'a qu'une envie, c'est d'abandonner. Et pourtant, au bout de cette traversée, il y a autre chose. Une merveilleuse oasis, avec son point d'eau, sa fraîcheur et ses palmiers. Et dans cette oasis, il n'y a plus rien de négatif. Ni jugement, ni peur, ni honte. Tout ce qui reste, c'est le plaisir de la rencontre et du partage. Et si j'ai un souhait pour vous aujourd'hui, c'est de vous avoir donné envie de tester et de chercher cette oasis. Merci. Je suis à vous si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter maintenant. Est-ce que... alors des questions ou des remarques ou des retours, bien sûr. Oui. Moi j'ai une question sur comment progresser, comment s'entraîner en fait. Parce que le meilleur entraînement c'est d'être sur le terrain. C'est de faire. Le cas pratique, mais du coup est-ce qu'il y a des autres entraînements alors le cas classique devant le miroir et la glace, etc. Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, des... Il y a plein d'exercices pratiques qui existent. Alors, à ce sujet-là, il y a un excellent bouquin qui a été sorti, 97 exercices décalés pour pouvoir prendre la parole n'importe où et avec n'importe qui. Très très intéressant comme bouquin, c'est un petit peu décalé, on peut s'entraîner tout seul chez soi, genre je colle des post-it sur des chaises avec ou des photos, c'est encore mieux, de personnes que je connais, et puis je déclame mon discours, on peut s'enregistrer, se réécouter en deux temps, d'abord la voix, puis après avec l'image, parce que le rapport qu'on a finalement à sa propre image n'est pas toujours positif. Donc, moi ce que je conseille déjà c'est d'enregistrer sa voix, pour se familiariser avec elle, et ensuite d'enregistrer la vidéo pour commencer aussi à s'approprier finalement cette image qu'on renvoie aux autres. Après, s'entraîner seul, oui c'est possible, avec un regard extérieur, c'est mieux. Parce qu'on n'est jamais vraiment critique. Alors, on est critique des fois à l'excès, et pas forcément sur les bonnes choses. Donc, se faire accompagner, c'est la meilleure solution pour progresser. Alors, je vous avais parlé d'un exercice tout à l'heure pour le regard. Alors, c'est un exercice tout bête. Ceux qui ont du mal à tenir le regard, il y en a parmi vous ou pas? Vous êtes là, vous regardez les gens dans les yeux, difficile. Alors, un exercice tout simple. Sur une journée, vous allez vous entraîner à noter la couleur des yeux des gens que vous croisez. Alors, pas la peine de la mémoriser, hein. Simplement la noter. Noir, bleu, marron, voilà. Et ça vous oblige forcément à regarder les gens dans les yeux. Et vous allez faire ça un jour, 2 jours, 3 jours pour maintenir le regard de plus en plus. Pas la peine alors, de fixer les gens pendant 5 secondes parce que forcément elle va se dire « Oula, il me fait peur ». Non, 2-3 secondes c'est amplement suffisant. Mais ça va vous permettre petit à petit d'être à l'aise avec le regard des autres. Ça c'est un exercice tout bête qu'on peut faire tout seul, par exemple. Un autre exercice tout bête aussi, sourire. Parce qu'il faut être souriant quand on parle au public, même si à l'intérieur les boyaux sont tournés dans tous les sens. Et les gens disent, non attends, moi je peux pas sourire sur commande. Hein. Ben si. Si on peut, bien sûr. Alors, petit moyen pour y arriver, tu prends ta glace, le matin, et tu prononces le mot super. Alors tu le dis en rigolant, en étant énervé, en étant triste, en étant déçu, désabusé, et tu t'enchaînes. Normalement, au bout de 2 minutes, t'éclates de rire. La prochaine fois que tu dois voir quelqu'un, tu penses super dans ta tête. Tu vas revivre ta scène, et le smile va venir. Ça aussi, c'est un exercice décalé, mais qui permet justement de lâcher un peu.
Qui doit prendre la parole bientôt? Est-ce qu'il y en a? Oui. Quel ressenti par rapport à cette journée-là ou à cet événement-là? Jusqu'au moment critique, tout va bien. Ouais, Et Ouais. dans les 2 minutes qui précèdent, c'est catastrophe. c'est Ok. vraiment... Alors, ça ne veut pas dire quand on prend la parole qu'il faut, il faut occulter ça. Toutes ces émotions, il faut les avoir, bien sûr. Mais ça sous-entend que pour pouvoir mieux les accepter, il faut les prendre avec un peu plus de recul, il faut préparer le terrain. Le lieu où vous allez le faire, vous le connaissez? Oui, Bon, c'est bien. on est des personnes bienveillantes aussi, donc... Voilà, il faut se rattacher à tout ce qui est positif. Tout à fait. Mais quand on doit intervenir, par exemple, dans un lieu qu'on ne connaît pas, l'idéal, c'est d'y aller avant. On fait un repérage. On teste le son, on teste les lieux, on marche, on voit comment on ressent le lieu. C'est important. Ça a l'air tout bête, mais déjà, vous n'aurez plus ce stress-là. Ce stress de l'inconnu, de ne pas savoir où je serai quand je devrais parler. Voilà. C'est des choses toutes bêtes, mais ça aussi, c'est des choses à faire. Et alors, plutôt... Oui, pardon? Ah non, non, vas-y, je veux pas. Plutôt apprentissage, plutôt impro? Apprentissage. Ouais. Comment? Bon, j'en ai fait, oui, aussi. Comment apprentissage, du coup, alors? Je fais le texte, j'apprends par cœur, je le récite, Oui, voilà. Ouais. Enfin, j'apprends pas par cœur, j'ai décidé que j'apprends quelques idées clés, ce qui me permet de, le cas échéant, de pouvoir intervertir les choses et de me raccrocher aux branches si j'en ai. Ouais. Et alors, ça, c'est les deux écoles, hein, ce qu'on doit apprendre par cœur ou pas. Moi, je fais du théâtre, et donc moi, je suis à l'aise avec... Moi, je préfère. Je préfère parce que ça me permet effectivement de maîtriser mon texte. Ceci étant, l'improvisation, ça fonctionne aussi, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas du freestyle. Ça veut dire que vous maîtrisez tellement votre sujet, vous avez tellement votre trame et votre fil conducteur, que vous pouvez vous permettre finalement d'improviser. Mais en fait, l'improvisation, elle passe par une phase où j'ai appris, pas par cœur, mais quasi. C'est un peu la même chose qu'en musique. Si vous assistez à un concert de piano, vous avez l'impression que la personne qui joue devant vous, c'est elle qui a écrit le morceau. Alors, en fait, il est écrit il y a 300 ans. C'est juste qu'elle est passée par une phase où elle a tellement appris qu'ensuite, elle peut se permettre d'interpréter. Et ça, c'est complètement différent. Quand on interprète, on met sa sensibilité au service du message qu'on porte. Et c'est là qu'on peut se tromper quand on pense que improviser, c'est ça. Non. Enfin, je veux dire, quand on pense qu'improviser, finalement, c'est y aller la fleur au fusil, et puis on verra ce qui se passe. Oui, ouais, mais je connais, j'ai à peu près 2-3 idées en tête. C'est bon, ça va passer. Non, ça passe pas. Jamais. Ne serait-ce que parce que tu as une télécommande qui ne marche pas, ne serait-ce que parce que tu as la moitié des gens qui ne sont pas venus, ne serait-ce que pour tout un tas de raisons. Voilà, il faut maîtriser. Alors, Oui, non, alors moi c'était juste un rapide partage d'expérience, parce que j'ai déjà fait des prises de parole et j'ai accompagné aussi des personnes qui en faisaient. Et enfin, moi, il y a un mot sur lequel tu tournes autour, et merci beaucoup d'ailleurs d'avoir aussi bien structuré les choses, parce que du coup c'était vraiment clair. C'est le mot de préparation, tu vois, que ce soit en fait du par cœur ou de l'impro. Souvent, les trucs qui capotent, c'est le manque de préparation. Et en fait, que tu l'apprennes vraiment après, ou que tu aies 3 notes ou 3 mots-clés, je dirais que c'est secret. Et moi, je donne des cours, je leur dis, si vous avez ça à faire, c'est préparer. N'arrivez pas à l'impro en vous disant que vous pouvez vous affranchir de ça, à moins d'être l'expert dont tu parles. Mais il y a quand même peu de gens qui sont suffisamment experts pour pouvoir... voilà, et d'avoir pensé à l'objectif, à l'intention de la prise de parole. L'autre chose que je fais peut-être qui peut aider pour gérer le trac, c'est la respiration énormément avant. Et juste avant, avoir ce petit moment de calme et de respiration aide énormément à se recentrer. Et le dernier petit truc et astuce aussi qui vient compléter ça, c'est sur le coup du regard. Moi j'utilise une image qui, je leur dis, essayez d'être à la fois un scanner et un laser. C'est-à-dire que vous devez scanner la salle, c'est-à-dire vous adresser à ce public. Mais il faut aussi que chacun se sente concerné, et donc il faut capter ce regard, comme tu le dis si bien, droit dans les yeux, et ça t'aidera à appuyer, à laisser la marque, à laisser cette graine. il y a, juste pour rebondir sur ça, après on aime ou on n'aime pas les sujets dont il parle, mais
Stéphane André, qui a créé une école d'art oratoire sur Paris, il y a je trouve une image intéressante, c'est qu'il vous dit très souvent, on parle et on capte le feedback du public. Il dit, et c'est totalement l'inverse. Vous captez le public et c'est vous qui donnez le feedback. C'est-à-dire que vous réagissez en fonction du public. Vous devez être capable, à la limite, de désapprendre votre texte pour pouvoir le co-construire avec le public. Et quand on arrive à faire ça, effectivement, il n'y a plus d'histoire d'apprendre par cœur ou pas par cœur. Je maîtrise mon sujet, et en fonction de ce qu'on va se dire, sans se parler, rien qu'avec le regard et l'attitude qu'on va avoir, dans ma tête, il est en train de se passer un truc, et je ne vais peut-être pas dire ce que j'avais prévu de dire au départ. C'était quoi alors? Alors, c'est pas le cas à présent, mais je ne suis pas Stéphane André. Mais effectivement, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de comprendre que, quand je parle de rencontre et d'échange et de partage, c'est exactement ça. C'est pas simplement, j'arrive avec mon speech, vous vous taisez et je le cale. Non. C'est vraiment un échange et une construction ensemble. Et si on part de ce principe-là, et qu'on est sur de la co-construction, alors le trac, c'est finalement plus un ennemi. Parce qu'il me permet, c'est ce que je dis tout à l'heure, il me permet de rester en veille, de rester éveillé, actif, et au contact des gens pour qui je parle. C'est dans cet esprit que le trac, pour moi, est un allié. Et pas... Après, il peut paralyser, hein, je peux le comprendre, mais souvent, quand il paralyse, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et là, même encore là, maintenant que j'ai fini, le trac, je le sens, mais c'est pas mon ennemi. Il me maintient alerte. Certaines prises de parole, on peut être amené à présenter des tableaux de chiffres et ce qu'on constate, c'est qu'à ce moment-là, il peut y avoir un décrochage parce qu'on perd le contact direct avec son audience. Comment on fait pour contourner ce décrochage ou comment est-ce qu'on peut récupérer son audience, hein? Alors, je vais vous faire une réponse qui va peut-être pas vous plaire, mais, non, je n'aime pas. mais très clairement, si vous avez perdu l'audience, posez-vous la question pourquoi vous l'avez perdu. Essayez de rattraper quelque chose que vous avez perdu, c'est bien, mais je préférerais ne pas le perdre au départ. Ouais. Et dans le problème que vous citez là, c'est le tableau avec les chiffres. Ouais. Hein, PowerPoint m'a tué, on dirait l'autre. C'est juste que si votre message n'est pas clair, percutant, simple, court, concret, avec un minimum d'émotion et d'histoire, mais les gens vont s'endormir. Et une fois qu'ils dorment, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors vous pouvez raconter une blague, il faut savoir maîtriser l'humour, c'est pas facile. J'ai plutôt envie de vous dire, c'est que votre objectif, votre point de départ n'était pas clair. C'est pour ça que je dis toujours, plutôt que de parler du fond et de la forme, qui ne me plaît pas, parce qu'on est dans un pays où on privilégie le fond à la forme, alors que les deux ont de l'importance, je préfère parler d'auteur et d'acteur. L'histoire que vous racontez est importante. Vous disiez, une histoire, tu peux mettre les meilleurs acteurs du monde, si l'histoire est nulle, les gens s'endormiront. Donc l'histoire est importante, mais il y a aussi une façon de la raconter pour capter l'attention. Si déjà vous démarrez avec un diaporama plein de chiffres de tableaux, j'ai peur que vous ayez du mal à rattraper, quoi que vous fassiez. Ça me semble compromis. Voilà. Si je dois faire passer des chiffres, ces chiffres, il va falloir que je les mette en valeur, il va falloir que je les intègre dans un contexte et que je leur donne une saveur, une concrétude, si je puis dire, pour employer un nouveau mot. À ce titre-là, il y a encore un très bon bouquin que je vous conseille qui est « Ces idées qui collent » des deux frères Chip. C'est un excellent bouquin pour vous expliquer pourquoi. Merci Hicham de nous accueillir au sein de Nucléo Eco. À très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. C'est un très bon bouquin qui vous explique pourquoi il y a des idées qui vivent des années durant, et pourquoi il y a des idées qui meurent, qui n'adhèrent pas. Et là-dedans, on trouve le fait que les idées, elles doivent être simples, elles doivent être concrètes, elles doivent être émotionnelles. Un exemple tout bête, vous n'avez jamais entendu cette légende urbaine qui dit que le seul monument humain construit qui se voit depuis la Lune, c'est la muraille de Chine? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Bien sûr, c'est une légende urbaine. Parce que bien sûr, la muraille de Chine fait 5000 km, donc on peut imaginer que depuis la Lune, ça se voit. Ouais, sauf qu'elle doit faire 3 mètres de large. À ce compte-là, toutes les autoroutes se verraient. Tu
Je parle sous ton contrôle, tu l'as vu, elle fait combien de large 3, 4 Elle fait 5, 4, 5, allez, j'ai été Elle fait particulier en 8000, sens. elle fait, le truc exceptionnel, c'est qu'elle fait 8000 km en comprenant les barrières naturelles. C'est-à-dire Oui. c'est complètement... Mais très clairement, elle ne se voit pas de la Lune, bien sûr, sinon toutes les autoroutes se verraient. Du même style, tu me diras si je me trompe, on utilise 10% de notre cerveau. Encore une idée reçue. Et pourquoi est-ce que, des années durant, ces idées sont toujours là? Eh bien parce qu'elles sont simples, concrètes, et qu'elles nous parlent, et que c'est ça qui marche. Si vous voulez rendre vos prises de parole adhésives, faites en sorte que les idées que vous véhiculez à l'intérieur le soient. D'où l'intérêt d'être concret, d'être simple, d'être court, impactant le plus rapidement possible. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Et quand vous avez compris ça, là aussi vous avez tout compris. Épurez. Revenez à l'essentiel des choses. Autre question? Oui. Oui, je voudrais partager une petite astuce que j'ai trouvée pour les paroles devant un public très nombreux ou quand il y avait des examens importants ou des tracts qui étaient vraiment importants. C'était de relativiser et la petite phrase qui m'a aidée, c'est « Le monde tournera toujours, quoi qu'il arrive ». C'est sûr. Donc relativiser, même si tu foires complètement, c'est pas bien grave. Essayer de limiter l'importance de la situation qui fait baisser les niveaux de stress. Pour moi, en tout cas, ça marche. Le monde continuera toujours à tourner. Bien sûr. Cette phrase-là. Alors après, ça dépend l'enjeu qu'on met sur sa prise de parole, mais l'enjeu est souvent démesuré par rapport aussi à réellement ce qu'on a à y gagner. On a souvent tendance à se mettre une pression excessive parce qu'on souhaite que tout soit parfait, que tout soit optimal, et que au lieu de parfaire, il vaut mieux essayer de faire. Et je suis bien placé pour le savoir. D'autres questions ou... Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure, on est à 2h moins 5, donc... Juste pour faire... Oui, pardon. Je voulais juste faire un petit témoignage. Tout frais d'ailleurs, il y a 10 jours j'ai fait ma première intervention et c'est Franck qui m'a accompagnée. Merci. Et non mais c'est important parce qu'il y a juste un an ou même j'aurais jamais pensé franchir le pas. Et du coup en 10 jours j'ai fait 3 fois la même conférence. Et c'est vrai que la troisième s'est beaucoup mieux passée. Et voilà, je voulais te remercier encore. Merci. Parce que j'y crois toujours pas en fait. et voilà, juste vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous n'y croyez toujours pas dans le sens où vous êtes émerveillé par votre performance, c'est ça? Non, d'avoir sauté le pas. D'accord. Oui, c'est important, en fait, voilà, c'est ça qui est important, c'est de sauter Ah le pas. oui, je voulais pas du tout. Oui, non, c'est ça le truc. Ouais. Il y a une belle image que tu utilises souvent aussi, qui est l'histoire du saut en parachute, mais c'est typiquement ça, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de franchir le pas, d'y aller, et de tester, d'essayer, et de s'améliorer, parce qu'il est évident que, oui, la première, c'est pas parfait, la deuxième, ça allait un peu mieux, et puis ainsi de suite, et puis on enchaîne, on apprend sur le tas, bien sûr. Voilà, il n'y a pas de secret, et c'est pour ça que je veux dire, il n'y a pas de méthode. Pour moi, il n'y a pas de méthode, parce que t'aider à parler en public, c'est pas la même chose que pour toi ou pour toi. Chacun est différent, chacun y va avec ses peurs, ses craintes, ses envies aussi. Et l'objectif, c'est, à travers les outils, de fournir un balisage, entre guillemets, qui permet de prendre la confiance et finalement d'aller donner le meilleur de soi-même sur ce qu'on a envie de transmettre. En tout cas, moi, c'est ma philosophie, c'est comme ça que je le vois. Juste une petite aparté, juste rendre la parole à Jean-Christophe pour le prochain talk qui a lieu le 17 juillet, donc dans 15 jours, ici, même heure, même lieu, et sur un prochain thème avant qu'on fasse une pause. Bon, vous libère après, je vous rassure. Merci de me laisser un petit peu de temps. L'idée, c'est à chaque fois un petit peu de vous présenter le prochain talk. Si vous avez remarqué, je n'ai pas levé la main qui va me prendre la parole en public, donc je confirme que ça peut aider. Et par rapport à ce qu'on vient de dire aussi, Franck va vous envoyer un
questionnaire après un petit peu, et dedans, dans la signature mail, il y a des pages Wake Up et le groupe Wake Up, si vous n'y êtes pas, vous pouvez y aller, et là on pourra mettre dedans par exemple les liens des bouquins qu'on a parlé, c'est de les chercher, de lire des vidéos, etc. Donc là, pourquoi se rencontrer le 17 juillet? L'idée c'est de parler de la négociation éthique d'Harvard. Pourquoi cette histoire de négociation? C'est simplement que les personnes tous les jours doivent négocier. Nous, dans notre boulot, on doit négocier. Souvent, je me suis rendu compte que ne serait-ce que de négocier un contrat et ne serait-ce que la partie tarifaire du contrat, les gens ils vont un petit peu avec un arc alors qu'en face il y a un char d'assaut. Donc il faut quand même un peu de méthode. Pourquoi cette méthode? C'est celle d'EDX d'Harvard. Ceux qui connaissent peut-être le programme EDX, c'est quelque chose qui a été mis au point entre Harvard et MIT. Donc l'idée c'est qu'on va parler d'une recette. Et la personne qui a fait cette recette trouvait effectivement cet ingrédient très sympathique mais pas suffisant. Donc comme tu l'as dit plusieurs fois, l'idée c'est au départ de la recette d'ajouter d'autres ingrédients qui vont être de savoir un petit peu gérer son stress. C'est ce qu'on disait, il faut franchir le pas quand même. Donc se dire comment gérer ça, les techniques pour le gérer, comment se tenir, etc. La deuxième partie qui a été rajoutée dans la recette, c'est aussi les profils, de savoir s'adapter au profil des personnes qu'il y a lors d'une négociation. Utiliser les mêmes mots, par exemple. Et la troisième partie, c'était une partie qui était basée sur, un petit peu lever le truc, moi j'aime beaucoup les neurosciences, donc neurosciences et sociologiquement, d'utiliser les leviers de la négociation prouvés par les neurosciences et la sociologie. Par exemple, la technique de l'épouvantail, une que j'adore qui est celle de l'escalade. Enfin, si ces mots-là ne vous parlent pas, n'hésitez pas à regarder ce que filme Gilbert ou la prochaine fois de venir. Et l'idée, c'est qu'à la fin, en rajoutant l'ingrédient des méthodes de psychologie de la négociation qui ont été développées par Harvard, c'est d'obtenir quelque chose on va vous donner un exemple très concret, c'est qu'il y a une marque de soupe mondiale qui a réussi à développer en appliquant ces choses-là de façon très simple et très mécanique, à doubler les ventes de ses soupes, juste les doubler, sans changer le prix, sans changer le packaging, sans faire de pub spécifique. Elle a doublé ses ventes. Alors, si tout ça, ça vous parle et que c'est pas forcément très clair, profitez-en. Le 17, ça sera toujours climatisé, ça sera toujours peut-être filmé, profitez-en. Voilà. Merci. Merci à toi. Juste pour vous dire que ça sera la dernière de l'été, le 17 juillet, que ça redémarrera normalement en septembre, que les 4 dates ne sont pas encore connues, les 4 thèmes pas totalement, il y en aura un sur le storytelling sûr, un sur le personal branding, un sur je ne sais pas trop encore, enfin il y aura 4 thèmes à venir, donc tenez-vous au courant, suivez la page make-up, et normalement j'ai vos mails, donc je vous empresserai sûrement du compte rendu du retour. Voilà. Super. Merci à vous. Merci à vous. Et disponible encore pour parler en individuel pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Si vous avez des questions. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Merci. En pratique, je suis descendue.